Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Dans l'actualité de ce mercredi 2 décembre, l'énergie solaire séduit de plus en plus et la Vendée a elle aussi choisi d'investir dans la filière. Une première centrale a vu le jour il y a presque un an à Foussé-Perret. Une autre est actuellement en construction au Poiré-sur-Vie. Transport, économie, environnement, toute cette semaine, nous nous intéressons aux compétences des régions en cette période électorale. Ce mercredi, nous parlerons de la formation, une compétence que gère la région depuis la décentralisation de 1982. Depuis, elle a évolué et elle s'est renforcée. Et puis, nous nous intéresserons aux cadeaux de Noël. Les fêtes approchent et c'est souvent le casse-tête pour les achats. Quelles sont les tendances cette année du côté des jouets? Star Wars s'est invité sous le sapin, vous le verrez. Mais avant cela, on commence ce journal avec le procès en appel Xynthia. L'arrêt sera rendu le 4 avril. Ce mercredi, il s'est terminé avec la plaidoirie des avocats de la défense. Je vous rappelle que ce mardi, l'avocat général a requis 4 ans de prison, dont 2 fermes pour René Maratier, l'ancien maire de La Faute-sur-Mer. 2 ans, dont 9 mois avec sursis pour son ancienne adjointe, Françoise Babin. Et enfin, 18 mois, dont la moitié avec sursis pour le fils de cette dernière, Philippe Babin. Ce mercredi, la parole était donc à la défense. On retrouve sur place à Poitiers Samuel Grasset. Le drame est épouvantable, mais ils ne sont pas coupables. Voilà comment a conclu sa plaidoirie Maître Charrière-Bournazel, l'avocat de Françoise et Philippe Babin. Avec son confrère pendant toute la plaidoirie, ils ont tenu à démontrer que ce qui était reproché à leurs clients, je cite, ne tenait pas la route. Comment Françoise et Philippe Babin auraient-ils pu prévoir l'ampleur de Xynthia et prévenir des risques d'inondation alors que selon eux, les experts n'avaient pas imaginé ce scénario de débordement de la digue ou alors à très long terme? Comment Françoise Babin aurait-elle pu s'opposer à l'autorisation de permis de construire alors que les services de l'État avaient donné un avis favorable et que la cote en dessous de laquelle les habitations n'auraient pas dû être construites n'était pas arrêtée? Les avocats de Françoise et Philippe Babin ont donc pointé pendant leur plaidoirie les responsabilités de l'ancien préfet de Vendée et des agents de l'État chargés de l'urbanisme. Et ils ont interrogé la Cour. Comment se fait-il que ces personnes n'ont pas été inquiétées? Madame Babin et Monsieur Babin sont totalement innocents. Tout était en effet dirigé, rédigé, contrôlé par la direction départementale de l'équipement au terme de contrats qui ont été cachés dans le dossier et qu'on a exhumés, qui montrent à quel point ils n'avaient pas de libre arbitre et ne pouvaient pas deviner ce qui leur était caché, que la DDE elle-même n'avait pas mis au point. En d'autres termes, si quelqu'un du côté des fonctionnaires est innocent, à plus forte raison nos clients. Ils ont donc demandé la relaxe pour Françoise et Philippe Babin, estimant qu'ils étaient des boucs émissaires. Ensuite, ce sont les avocats de René Maratier qui ont pris la parole. Ils ont eux aussi tenu à souligner les larges défaillances de l'État. Ils ont rappelé que les risques d'inondation avaient été expliqués aux habitants de La Faute-sur-Mer dans le journal municipal de la commune. Quant aux reproches faits par les parties civiles sur le manque de compassion de René Maratier pour les sinistrés après la tempête, un des avocats de l'ancien maire a estimé que c'était faire de René Maratier un monstre qu'il n'était pas. Ils sont de plus en plus nombreux. Les panneaux solaires poussent comme des champignons ces dernières années. Les raisons, bien sûr, les préoccupations liées au réchauffement climatique et aux engagements de la France qui doit atteindre d'ici 2020 une production de 20% d'énergie renouvelable. Ce mardi, la plus puissante centrale photovoltaïque d'Europe a été inaugurée en Gironde. En Vendée, également, le photovoltaïque intéresse et s'est développé ces 6 dernières années, même si les installations sont loin de faire 250 hectares. Puisqu'il s'agit essentiellement de petits parcs de panneaux solaires. Toujours est-il que notre département, avec toutes ces petites installations, se place désormais à la première place des Pays de la Loire en termes de puissance cumulée. L'enjeu maintenant est de créer de plus gros parcs. Un seul pour le moment existe en Vendée, à Foussé-Perret, et un autre de 10 hectares va bientôt voir le jour au Poiré-sur-Vie. Reportage Pierre Dalicieux. Ces panneaux photovoltaïques orientés plein sud ont moins d'1 an. 6 000 en tout ont été installés sur ce terrain de 4 hectares. Un centre d'enfouissement de déchets inconstructibles et non cultivables. Une belle opération, une première même d'une telle envergure sur le département.
Ce panneau est constitué de 60 cellules, une taille standard sur les installations photovoltaïques. Ces cellules sont toutes raccordées avec des fils conducteurs et permettent de générer par le dessous, par un boîtier, permet de générer l'électricité. 2 millions de kilowattheures produits chaque année qui fournissent cette commune de plus de 1000 habitants. Foussé-Perret est aujourd'hui quasiment autonome en électricité hors chauffage. L'objectif pour Vendée Énergie à l'initiative de ce projet est de reproduire ce modèle à plus grande échelle et sur l'ensemble du département. Nous avons en projet 4 nouvelles centrales de 18 MW au total, lorsque celle-ci fait 1,6 MW, réparties, je dirais, équitablement sur la Vendée, au plus proche des consommateurs. Sur cet autre terrain d'enfouissement de déchets au Poiret-sur-Vie, la deuxième centrale photovoltaïque de Vendée verra le jour en mars prochain. Ici, ce sont les 8000 habitants de la commune qui seront fournis en électricité. Un projet plus ambitieux et qui ne sera pas le dernier. Nous passons à une étape supérieure par rapport au déploiement de ces infrastructures sur le département de la Vendée. Nous souhaitons poursuivre bien sûr ces équipements sur d'autres centres d'enfouissement de déchets de cette taille-là, c'est-à-dire 10 hectares, ce qui est quand même énorme au niveau production photovoltaïque, sur des terres non agricoles, je le précise, parce qu'en Vendée, nous avons fait le choix de jamais utiliser d'espace agricole pour développer ces énergies propres. Aujourd'hui, la Vendée produit 10% de sa consommation électrique totale en énergie renouvelable. C'est 2 fois plus que la moyenne nationale. Une production qui devrait doubler d'ici 5 ans. Et toujours concernant les questions environnementales, dans le contexte actuel de la COP21 qui s'est ouverte lundi, la compagnie des bus de l'agglomération lyonnaise vient de s'engager à réduire ses émissions de CO2 de 5% d'ici 1 an. Pour cela, elle a signé une charte élaborée par le ministère de l'écologie et l'ADEME. Le réseau Impulsion s'engage entre autres à utiliser du lubrifiant moteur à économie d'énergie, à former les conducteurs à l'éco-conduite ou encore à gérer au mieux le gonflage des pneumatiques, des petits gestes que souhaite encourager l'agglomération lyonnaise. Il faut que l'ensemble des transporteurs, de marchandises aussi, regardent comment on peut travailler cet aspect-là. On sait qu'aujourd'hui, on est extrêmement consommateur. On sait que demain, les énergies fossiles devront être moins utilisées. À nous de trouver aussi les nouvelles énergies. Le département y travaille, l'agglomération y travaille. Je crois que chaque collectivité en a réellement conscience aujourd'hui et met tout en œuvre pour améliorer les conditions de circulation. Et c'est vrai que cette signature de charte est importante pour la mise en œuvre de l'environnement, pour la protection de l'environnement au sein de l'agglomération, mais qui devra certainement déborder aussi sur l'ensemble de la Vendée. Et les transports, justement, c'est aussi l'une des compétences de la région. On vous en parlait justement dans une précédente édition, depuis le début de la semaine, dans le cadre des élections régionales qui, je vous le rappelle, ont lieu ce dimanche pour le premier tour et le 13 pour le second tour. Nous nous intéressons en quelque sorte au rôle que tient la région après l'économie, les transports donc. Eh bien, ce mercredi, focus sur la formation, l'une des compétences qui appartient à la région depuis la décentralisation de 1982, l'éducation, l'apprentissage et la formation professionnelle représentent 40% du budget du Conseil régional des Pays de la Loire. Quel pouvoir a donc concrètement la région ? Explication. La région a à sa charge les lycées, 114 établissements publics en Pays de la Loire. Le conseil régional n'intervient pas dans les programmes scolaires, mais il décide de la construction de nouveaux établissements publics. Dans les Pays de la Loire, toujours 5 nouveaux lycées verront donc par exemple le jour d'ici 2022. La région finance également les travaux de rénovation et les équipements nécessaires pour assurer l'éducation des élèves. Les personnels des lycées chargés de la cantine, de l'internat, de l'accueil ou encore de l'entretien sont également employés par la région. Enfin, le conseil régional soutient financièrement les 167 lycées privés des Pays de la Loire. La région a également à sa charge l'apprentissage. Elle finance à hauteur de 50% les CFA, centres de formation des apprentis. Il y en a 53 en Pays de la Loire. Ils forment chaque année 27 000 jeunes. La région verse également des aides aux entreprises qui les accueillent. Enfin, la région s'occupe de la formation professionnelle en concertation avec le rectorat et les services de l'État. Elle élabore une carte régionale des formations. Il s'agit de répondre aux besoins des entreprises, d'accompagner les salariés dans l'évolution de leur métier. La région finance également des formations pour les demandeurs d'emploi. Les infirmiers ou les aides-soignants apprennent ainsi leur métier grâce à des formations financées par le conseil régional.
Et ce dimanche, toute l'équipe de TV Vendée sera mobilisée pour une soirée spéciale élection régionale. À partir de 19h55, vous pourrez retrouver tous les résultats de ce premier tour ainsi que les premières réactions. Politique toujours, on l'évoque régulièrement dans cette édition. Au 1er janvier 2016, des communes nouvelles vont voir le jour en Vendée comme partout en France. Objectif, mutualiser les moyens et réduire les dépenses. Il s'agit également pour les petites communes d'exister, d'avoir un poids plus important dans l'intercommunalité. En ce sens, le Pays des Essarts vient d'ouvrir le bal. Il a officialisé la fusion de 4 communes, Boulogne, les Essarts, Loie et Sainte-Florence. Elles vont donner naissance à la première commune nouvelle de Vendée, une commune de 8500 habitants, baptisée Essarts-en-Bocage. Ça va simplifier énormément de choses. À partir du moment où les hommes et les femmes s'entendent pour discuter et répartir des projets, des investissements sur un territoire plus large. Bien évidemment, c'est une période transitoire jusqu'aux prochaines élections municipales, mais l'objectif 2020 sera de réduire le nombre d'élus, qui est de 74 aujourd'hui, qui sera plus de 30 en 2020. Réduire également le fonctionnement des commissions qui intègrent les différents élus, vraiment de simplifier et puis d'aller plus vite dans tous les domaines. Partager les valeurs républicaines. Après les attentats de janvier, le département a mis en place un plan civisme à destination des collégiens. Un plan qui prend une valeur supplémentaire après le 13 novembre dernier. Une exposition itinérante est actuellement proposée aux collégiens de 3e, intitulée Vendée Civisme. Elle propose aux élèves de redécouvrir les symboles de la République. Écoutez. Les jeunes auront le choix de découvrir sur 7 points le drapeau, la Marseillaise, la monnaie, l'histoire, les grands événements, par l'art, parce que l'art reflète bien cette histoire que l'on a connue et qu'on essaie, nous, de retransmettre à nos jeunes. Ça répond à notre mission de devoir de mémoire. On doit dire ce qui s'est passé pour éviter de commettre les mêmes erreurs ou tirer profit de ce qu'on a pu connaître. Dans un peu plus de 3 semaines, ce sera Noël et le casse-tête des cadeaux a peut-être déjà commencé pour vous. Les magasins de jouets, eux, sont sur le pont. Alors, quelles sont les tendances 2015 ? Eh bien, il semblerait que Star Wars s'annonce déjà bien présent sous le sapin. Pour les petites filles, les fées et licornes sont à la mode. Reportage à Luçon avec Cyril Guillet. C'est le coup de feu dans les magasins de jouets. Ici, le rayonnage se fait au fur et à mesure que la journée avance. Et avec plus de 12 000 références, pas facile de s'y retrouver. Ouais, mais c'est bien des mosaïques, c'est par là, oui. Et pour ce qui est du choix, mieux vaut ne pas trop s'éloigner de la liste transmise au Père Noël pour éviter toute déception. Ils sont un peu exigeants, les petits-enfants, aujourd'hui. C'est pas grave, le Père Noël est généreux. Pour la tendance 2015, la sortie du film Star Wars fait que les produits dérivés sont omniprésents et encore plus dans le jouet, alors difficile de passer à côté. Je cherche des Star Wars pour un petit garçon qui est en 6e cette année et qui réclame ce jeu-là. Star Wars a déclenché toute une gamme de produits dérivés, comme on dit sur le film. Et donc on va du réveil à la statuette jusqu'à des talkie-walkie. Il y a vraiment toute une gamme qui peut aller aussi bien à la fille qu'au garçon. Et Lego n'est pas en reste avec une gamme estampillée, là encore Star Wars. Le roi de la petite brique en plastique a su flairer la bonne opportunité, mais a du mal à faire face à la demande cette année. Nous commençons à avoir des problèmes d'approvisionnement. D'ailleurs, il n'y aura plus d'approvisionnement. Lego est incapable de livrer une seule pièce à l'heure qu'il est. Et donc, nous travaillons avec le stock que nous avons. Il nous en reste encore quand même. Chez les petites filles, princesses, fées et licornes sont toujours très prisées, à l'image de cette peluche animée baptisée Lily Star. Elle est articulée avec une vingtaine de moteurs différents et elle réagit à 100 contacts différents tout au long de son corps. Et quand je lui mets à manger, elle va manger. Voilà, oui, t'as faim. Autre grosse tendance, les drones et les objets volants. Mais attention, ce type de jouet n'est pas adapté à tous les âges. Et pour ce qui est des grands classiques, les jeux de société sont toujours très prisés, avec cette année une préférence pour Chronobombe et Trésor Détector. Et sachez que pour les fêtes de fin d'année, les magasins seront ouverts certains dimanches, les 13 et 20 décembre, notamment à La Roche-sur-Yon.
Un mot de météo avec le soleil qui nous accompagnera tout l'après-midi après quelques brumes matinales. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. On se quitte sur ces images d'une chaîne humaine. Ça s'est passé ce week-end du côté de Mouilleron-en-Parais. Enfants, parents et grands-parents étaient invités à acheter une écharpe à 3 € pour cette chaîne humaine. Les bénéfices seront reversés au Téléthon qui, je vous le rappelle, débute ce vendredi. Mais nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Merci de nous avoir suivis.